Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 juillet 2026 et notre cher ami Scott Ritter est avec nous. Bienvenue Scott. Merci de m'accueillir. Scott, je voudrais commencer par l'actualité de dernière minute. Il y a tout juste 20 minutes, nous avons appris que Ansar Allah, au Yémen, a annoncé avoir visé 2 pétroliers saoudiens avec des missiles balistiques et des drones. Et jusqu'à présent, ils ont forcé 10 pétroliers saoudiens à rebrousser chemin, à retourner à leur point de départ, qu'ils partent d'Arabie saoudite ou qu'ils s'y rendent depuis l'extérieur. Ils imposent un blocus à l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite, après 12 ans de siège contre le Yémen, en ressent maintenant les effets. Comment voyez-vous leur réaction à ce type d'escalade? Que peut faire l'Arabie saoudite? Envahir le Yémen? Oh, ils l'ont fait et ils ne gagnent pas. Bombarder? Eh bien, ils l'ont déjà fait. Les Saoudiens ne peuvent absolument rien faire. Enfin, le fait est que les Saoudiens doivent faire attention à une escalade yéménite. Parce qu'en plus du blocus qu'ils ont désormais imposé à l'Arabie saoudite, il faut comprendre l'importance de ce blocus. Lorsque les Iraniens ont pris le contrôle du détroit d'Ormuz, les Saoudiens ont redirigé 70% de leur production pétrolière vers Yanbu, le port de Yanbu. Et le pétrole passe par le détroit de Bab el-Mandeb, qui est maintenant fermé. Donc en gros, l'Arabie saoudite n'exporte plus aucun pétrole. Zéro. Et ils ne peuvent rien y faire. Ils ne peuvent littéralement rien y faire, parce que les missiles yéménites couleront les pétroliers saoudiens. Ce qu'ils peuvent faire, c'est demander la paix. Mais il faut aussi se rappeler ce qui a provoqué tout ça. Ce n'est pas comme si les Houthis s'étaient réveillés en se disant « Bon, aujourd'hui on va jouer une carte géopolitique ». Vous voyez, sans raison. Les Saoudiens ont imposé un blocus aérien au Yémen contrôlé par les Houthis. Ils ont pilonné ou bombardé une base aérienne, l'aérodrome de Sanaa, après qu'un avion de ligne iranien y a décollé et atterri avec une délégation Houthi qui se rendait aux funérailles d'Ali Khamenei. L'Arabie saoudite a 100% tort. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que le président Donald Trump a encouragé les Saoudiens à bombarder le Yémen. Tout acteur rationnel aurait su que cela aurait déclenché une réponse yéménite qui aurait probablement inclus la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb, ce qu'ils ont fait. Alors pourquoi Donald Trump a-t-il, vous savez, laissé l'Arabie saoudite tomber dans un piège aussi évident, surtout quand il n'y a aucune solution à cela? Je veux dire, honnêtement, ça soulève des questions sur la viabilité de la relation entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. On peut se demander si les États-Unis n'ont pas un agenda caché. Mais au fond, les Saoudiens sont foutus. Et ce sera la fin de l'Arabie saoudite s'ils ne font pas marche arrière. Parce que sans pétrole, l'Arabie saoudite n'a pas d'argent, pas d'économie. Et aujourd'hui, l'Arabie saoudite n'a aucune carte à jouer. Aucune. Quand on parle de l'agenda à Washington, si je me mets à la place de Donald Trump et de son administration, je dirais, avec les difficultés dont nous sommes témoins, auxquelles nous faisons face dans le détroit d'Ormuz, et avec la fermeture du détroit d'Ormuz, pourquoi devrais-je soutenir une frappe contre des aéroports yéménites? Axios a rapporté que Donald Trump soutenait l'attaque, qu'il soutenait les attaques saoudiennes contre le Yémen. Pourquoi voudriez-vous faire ça alors que vous rencontrez déjà tant de difficultés dans le détroit d'Ormuz? Je ne sais pas. Je veux dire, rationnellement, il n'y a aucune raison à cela. Donc nous devons commencer à réfléchir de manière irrationnelle. Et tout cela n'est que pure supposition. Il n'y a aucun fait concret pour l'étayer. Mais quand on regarde ce qui motive les actions de Donald Trump, c'est en grande partie le pétrole. Vous savez, nous savons que les 39 premiers jours du conflit ont été interrompus parce que Donald Trump a dit que nous étions littéralement en train de manquer de pétrole. Il fallait arrêter.
il fallait mettre en œuvre le protocole d'accord. J.D. Vance a ouvertement reconnu que ce protocole d'accord n'était qu'une mascarade, essentiellement un mensonge pour gagner du temps afin que l'Occident puisse reconstituer ses stocks de pétrole. Donc, Smobber n'est sa clé. So we know energy is the key. We also have to take a look at the totality of the American. Nous devons aussi examiner l'ensemble de l'effort américain. Et il y a des raisons de penser que l'administration Trump cherchait à utiliser le conflit avec l'Iran pour prendre le contrôle d'une source majeure d'énergie pour la Chine. Nous l'avions déjà fait en capturant Maduro au Venezuela et nous cherchions à reproduire ce niveau de contrôle en Iran. L'objectif, au fond, est de rendre les Chinois dépendants d'approvisionnement en pétrole dont l'Amérique détient l'interrupteur, qu'elle peut activer ou couper. Alors, on regarde cela et on se dit, peut-être que Donald Trump veut consolider davantage la domination américaine sur le marché mondial de l'énergie, en éliminant un concurrent, en écartant l'Arabie saoudite du jeu. Encore une fois, c'est très spéculatif et j'espère me tromper, mais j'essaie simplement de trouver une explication rationnelle à cela. Je pense que Donald Trump est rancunier. Je pense qu'il se souvient du moment où les Saoudiens se sont offusqués lorsqu'il a affirmé que l'Amérique était la puissance dominante. Et ils ont dit que l'Arabie saoudite serait la puissance dominante à l'avenir, vous savez, en raison de sa domination énergétique. Donc, vous savez, je spécule. Donald Trump aurait pu préparer l'Arabie saoudite à l'échec, n'est-ce pas? Afin de rendre l'Arabie saoudite plus dépendante des États-Unis pour ses besoins de sécurité et, vous savez, de créer des opportunités sur le marché mondial pour l'énergie américaine. Alors, que pensez-vous des commentaires récents à ce sujet? Beaucoup de gens parlent de la manière de s'occuper de la montagne de Pickaxe, en Iran. On a l'impression qu'ils cherchent à déterminer s'ils vont la frapper et quelle forme prendrait l'attaque. Vont-ils, là encore, utiliser des bombardiers B-2 pour frapper cette montagne? Quelle pourrait être l'efficacité d'une telle opération? Certains parlent même de l'éventuelle utilisation d'armes nucléaires. Quelle est votre compréhension de ce type d'attaque s'ils décident de la mener? Vous savez, c'est une situation dangereuse parce que l'administration Trump présente la cible Pickaxe comme, vous savez, une menace existentielle potentielle pour les États-Unis et la communauté internationale, du fait d'une arme nucléaire iranienne qui pourrait, vous savez, être fabriquée dans une usine d'enrichissement reconstituée, un centre de conception d'ogives nucléaires reconstituées, et ainsi de suite. Si Trump parvient à soutenir de manière convaincante que l'Iran représente une menace existentielle pour les États-Unis et leurs alliés, par la possibilité de posséder une arme nucléaire, et que celle-ci proviendrait, vous savez, d'un programme nucléaire que les États-Unis qualifient de militarisé, alors, je crains que du point de vue de la doctrine, nous venions littéralement de créer la définition étayée par la revue de la posture nucléaire, les directives du commandement relatives à cette revue et le plan de mise en œuvre nucléaire qui autorise les États-Unis à utiliser des armes nucléaires. Vous savez, des rumeurs disent que Donald Trump a, vous savez, une fois, peut-être deux, demandé au Pentagone d'envisager, ou pas une autorisation, mais de préparer, une option de frappe nucléaire contre l'Iran. Les deux fois, le président des chefs d'état-major interarmés a rejeté cela, en disant que ces ordres étaient fondamentalement anticonstitutionnels. Mais là, nous pourrions voir une tentative d'utiliser des renseignements pour fabriquer une menace qui soit compatible avec la doctrine américaine. Et cela m'inquiète. Je ne vais pas balayer ça d'un revers de main. Vous savez, Nima, j'ai toujours dit que les États-Unis, si l'Iran mettait ses affaires dans des endroits qui ne pourraient pas être détruits, envisageraient d'utiliser des armes nucléaires.
consider the use of nuclear weapons? Well, we know that Donald Trump has already considered the use of nuclear Eh bien, weapons. nous savons que Donald Trump a déjà envisagé l'emploi d'armes nucléaires. Aujourd'hui, on voit se dessiner un scénario dans lequel il pourrait, vous savez, autoriser l'emploi d'armes nucléaires et l'armée donnerait son accord. C'est le danger de la montagne Pickaxe, parce qu'aucune arme conventionnelle ne peut la détruire. Et si Donald Trump crée un scénario dans lequel l'Iran développe une arme nucléaire, alors l'orientation logique de la politique américaine est de détruire cette arme par tous les moyens possibles, y compris avec des armes nucléaires. Parce que c'est précisément, sur le plan doctrinal, à cela que sert notre arsenal nucléaire. Des gens se sont offusqués de ça. Ils n'ont pas aimé que je le dise. People took umbrage at this. They didn't like me saying this. But here we are. This is the exact scenario we face. I'm not saying that Trump's Mais going to use nuclear nous y weapons. voilà. I'm saying C'est that exactement le the fact scénario that auquel nous faisons face. Je ne dis pas que Trump va utiliser des armes nucléaires. that there is Je dis que le simple fait que vous et moi ayons cette conversation souligne le danger du moment. Il existe une possibilité, une voie vers une justification qui puisse être comprise pour l'emploi d'armes nucléaires contre l'Iran en raison de la résistance de Pickaxe à une neutralisation par des moyens conventionnels. Et si nous déterminons que l'Iran met en place une capacité opérationnelle de centrifugation, que l'Iran a installé une usine d'assemblage d'ogives nucléaires, ou, disons, une installation pilote, que l'Iran pourrait être à quelques jours de disposer d'une arme nucléaire pouvant être livrée, nous pourrions nous-mêmes utiliser une arme nucléaire. We may use a nuclear weapon ourselves. How is that gonna En quoi cela va-t-il changer la conception de l'utilisation d'armes nucléaires ou de la fabrication d'armes nucléaires? En quoi cela va-t-il la changer? How is that gonna Well, this fundamentally alters everything. Eh bien, cela change fondamentalement tout. C'est pour ça que c'est si dangereux. Vous savez, j'ai déjà avancé l'argument que je vais formuler. Je ne l'ai pas utilisé contre les Américains. Je l'ai utilisé contre les Russes, contre ceux qui en Russie adhèrent à la doctrine de frappe préventive de Sergueï Karaganov, y compris avec des armes nucléaires. Rappelez-vous, en juin 2023, Karaganov a publié un article dans lequel il envisageait la possibilité d'attaquer Poznań en Pologne avec une arme nucléaire. Et selon lui, les États-Unis ne feraient rien parce qu'ils ne sont pas prêts à échanger Boston contre Poznań. Donc, vous savez, cette doctrine, il l'a modifiée dans les jours précédant les célébrations de la fête de la victoire cette année. Il a déclaré qu'il ne préconisait pas une frappe nucléaire préventive. Embursement metri aus national de Sony. Et puis, si ça ne marche pas, si ça ne brise pas le dos des Européens, etc., alors, et alors seulement, on envisagerait les armes nucléaires. Mais il parle de briser le tabou sur l'emploi des armes nucléaires, de les utiliser dans un environnement non nucléaire. Ce serait la fin du contrôle des armements. Car le fondement même du contrôle moderne des armements, c'est l'idée qu'une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et qu'elle ne doit donc jamais être menée. Les armes ne doivent donc jamais être utilisées. Pourquoi avons-nous adopté la destruction mutuelle assurée en interdisant le traité ABM en 1972? C'était pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, pour que toutes les parties comprennent que si vous déclenchez une guerre nucléaire, il n'y a rien pour se défendre contre ce que l'ennemi va vous envoyer. Et nous allons tous mourir. Alors, ne déclenchons pas une guerre nucléaire. Vous savez, si les États-Unis utilisaient des armes nucléaires contre l'Iran, que feraient les Russes? Parce que, à l'heure actuelle, les Russes adoptent une doctrine nucléaire fondée sur ce principe fondamental. Les guerres nucléaires ne peuvent pas être gagnées, donc elles ne doivent jamais être menées. Et pourtant, si les États-Unis utilisent des armes nucléaires, la doctrine russe devient immédiatement dépassée. Car les États-Unis auront alors adopté une doctrine qui dit que les guerres nucléaires peuvent être gagnées et que nous utiliserons des armes nucléaires de manière préventive. C'est la nouvelle norme. La Russie devra donc réagir en conséquence. À un moment donné, la Russie devra montrer qu'elle est disposée à, vous savez, calquer
la politique américaine. C'est ainsi qu'on parvient à un équilibre stratégique. Et ils devraient utiliser une arme nucléaire contre la Russie, vous savez, contre une ville menaçante. Et qui sait ce qu'ils bombarderaient avec une arme nucléaire? Peut-être la Pologne, peut-être un État balte. Mais ils doivent frapper quelqu'un avec une arme nucléaire pour dire aux Américains « Nous aussi, nous avons des armes nucléaires, et nous aussi, nous les utiliserons de manière préventive. » Comme message aux Américains, ne vous en prenez pas à la Russie. Mais tous les scénarios de guerre au Pentagone, qui commencent par une frappe nucléaire limitée, du genre de celle que je viens d'évoquer, finissent toujours par un échange nucléaire généralisé qui anéantit toute vie sur la planète. Donc, vous savez, c'est le problème avec toute utilisation d'armes nucléaires. Le génie est sorti de la bouteille, maintenant, et il n'y retournera jamais. C'est comme remettre du dentifrice dans le tube. Ça n'arrivera tout simplement pas. Scott, au moment même où nous parlons, des explosions se produisent au Koweït. Le Koweït devient actuellement la ligne de front pour l'Iran. Et l'Iran frappe le Koweït bien davantage qu'il ne frappe les autres pays du CCG, ou des pays en dehors du CCG, notamment la Jordanie, avec tous les missiles et drones qu'il leur envoie. Pourquoi le Koweït est-il si important pour l'Iran, au point d'être frappé aussi durement de cette manière? Je ne sais pas si c'est parce que c'est important. Je veux dire, les Émirats arabes unis semblent être une cible plus importante si l'on cherchait à... Je pense que c'est parce que le Koweït est la moins importante des cibles majeures et qu'il est vulnérable au type de frappe que l'Iran mène en ce moment. Ces frappes visent à détruire les usines de dessalement et la production d'énergie. Si les usines de dessalement sont détruites, vous n'avez plus d'eau douce. Si l'on détruit la production d'énergie, je parle, vous savez, des centrales électriques, vous n'avez plus d'électricité pour la climatisation et la vie devient invivable. Et donc, je pense que ce que font les Iraniens, c'est donner l'exemple en disant qu'il y a un prix à payer pour la poursuite des bombardements contre l'Iran. Le Koweït fournit une base pour le lancement de missiles d'attaque par les forces américaines. Le Koweït est donc clairement un État ennemi. Je crois que l'Iran est en train de préparer le Koweït à la destruction totale de ses principales infrastructures civiles. Cela veut dire qu'il ne sera plus possible de produire de l'eau par dessalement. Il ne sera plus possible de produire de l'énergie dans les centrales électriques. Et alors, le Koweït meurt en tant qu'État. Encore une fois, vous et moi en avons parlé. J'ai dit que l'une des choses que l'Iran a menacé de faire avant le déclenchement de ce conflit, c'était d'anéantir des États-nations. Je pense que l'Iran est en train de détruire le Koweït en tant qu'État-nation. Peut-être que Bahreïn sera la prochaine cible. Qui sait? Je ne vais pas choisir les cibles iraniennes à leur place. Mais le fait est que je pense que l'Iran cherche à affaiblir le Koweït et à créer un précédent. Ainsi, quand ils diront que les Émirats arabes unis sont les prochains, les cheikhs là-bas se redresseront et diront « Oh là là, non, 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 nous ne voulons rien de tout ça. Que devons-nous faire pour empêcher la destruction de notre pays? » Car en réalité, aucune nation du Golfe Persique ne peut se défendre contre l'Iran. Aucun. Il n'y a aucun système de défense aérienne. Rien. Donc si l'Iran voulait les détruire, l'Iran pourrait les détruire. Et le message qu'il faut renvoyer aux Émirats arabes unis, au Koweït et aux autres États arabes du Golfe, c'est « Nous détruirons votre pays. Nous mettrons fin à votre existence en tant que nation moderne, viable. » Et je pense que c'est ce qui se cache derrière le ciblage du Koweït. Je ne pense pas qu'ils aient réellement lancé des frappes visant à anéantir une nation, pour l'instant.
mais je crois qu'ils préparent le Koweït à un événement terminal. Et quand cela arrivera, ce sera tragique pour des millions de personnes. Mais je pense que c'est ce qui est en train de se passer avec le bombardement iranien du Koweït. Les États-Unis se retirent ou se sont retirés de 2 bases en Arabie saoudite et en Jordanie à cause des récentes attaques en Jordanie. Lors de l'une d'elles, comme vous le savez, 4 morts ont été annoncés jusqu'à présent et de nombreuses personnes ont été blessées puis envoyées en Allemagne. Et comment voyez-vous la situation, Scott, compte tenu de la Jordanie et de la manière dont l'Iran obtient? Il semble que les Jordaniens transmettent des renseignements à l'Iran, et cela a été confirmé. Les gardiens de la Révolution l'ont affirmé, puis Donald Trump l'a confirmé dans son discours. Il a dit qu'ils envoyaient, vous savez, des renseignements aux Iraniens. C'est pour ça qu'ils connaissent notre position en Jordanie. Quelle est, selon vous, la prochaine étape pour Washington? Si la Jordanie n'est pas sûre, où vont-ils aller? En Israël? En Grèce? Peut-être en Bulgarie? Je ne sais pas, à Diego Garcia. Que peuvent-ils faire d'autre, à votre avis? Et Verber, également. Les États-Unis, parce qu'ils doivent utiliser ces avions de chasse, ces avions ravitailleurs, ces troupes, ils ne sont pas en sécurité. Hier, nous avons subi une attaque à Bahreïn. Les États-Unis se replieront sur des bases qui les rendront moins vulnérables à une destruction à un moment donné. Vous savez, il va devenir très compliqué de lancer des frappes contre l'Iran parce que vous savez, il faut tenir compte du temps de vol, du carburant. Donc, vous savez, les avions devront décoller, être ravitaillés en vol, voler, probablement être ravitaillés une nouvelle fois, bombarder, revenir, puis être ravitaillés, encore ravitaillés. On pourrait donc avoir jusqu'à 4 ou 5 opérations de ravitaillement selon la distance à laquelle on repositionne les avions. Mais notre force aérienne est conçue pour faire exactement cela. Donc l'idée que nous cesserions d'attaquer l'Iran parce que nous avons déplacé ses bases, non, nous continuerons. Mais cela n'a pas d'importance parce que nous allons bientôt manquer de munitions. En réalité, les États-Unis disposent d'une quantité très limitée de munitions larguées par voie aérienne et nous sommes sur le point de les épuiser. Et lorsque ce sera le cas, ce sera catastrophique pour les États-Unis. Pensez-vous que la prochaine étape pourrait être, d'une manière ou d'une autre, Israël? Israël ne semble pas disposé à entrer dans le conflit. Hier, Smotrich a déclaré « Ici, tout va très bien. Nous ne voulons pas entrer dans le conflit. C'est du donnant-donnant, et ce sont les États-Unis qui font la guerre. Nous n'avons pas besoin de nous impliquer. S'ils installent ces avions de chasse et ces avions ravitailleurs en Israël, est-ce que la guerre va finir par atteindre Israël? C'est possible. Je veux dire, en théorie, l'Iran pourrait décider de ne pas accorder de statut de sécurité aux États-Unis et à Israël et commencer à attaquer ses cibles. Et cela conduirait à une escalade, avec Israël qui riposterait par des frappes. Mais encore une fois, Israël, dans le conflit initial de 39 jours, faisait partie des camps qui demandaient la paix. Ça suffisait. Trop. C'était trop. Et c'est la réalité. Rien n'a changé dans la posture militaire israélienne qui laisse penser qu'il pourrait obtenir un résultat différent en répétant simplement les bombardements du passé. Vous savez, Israël a fait tout ce qu'il pouvait. Ils ont désigné leurs meilleures cibles et largué des bombes dessus. Cela n'a rien permis d'obtenir. À la fin, ce que faisaient les Iraniens, c'était faire exploser des immeubles de bureaux qui, à l'œil nu, ne semblaient pas particuliers. Mais les initiés savaient que c'était un lieu où opérait le renseignement israélien, un endroit où des systèmes spéciaux étaient développés, déployés, ou vous savez, détenus. Et vous savez,
you know, they move on to the next one. Passons à la suivante. Je dois vous dire qu'il est tard ici, alors de temps en temps, mon esprit s'égare. J'ai perdu le fil de ma réponse. Scott, there are two concepts of this Scott, war. il y a deux conceptions de cette guerre chez les Iraniens. Certains estiment que l'Iran n'a pas besoin d'attaquer les pays du Conseil de coopération du Golfe, qu'il doit attaquer Israël. Et puis il y a l'autre stratégie iranienne, davantage centrée sur le détroit d'Ormuz et sur des attaques contre les positions américaines, contre les moyens militaires américains dans la région. Comment analysez-vous cela? Laquelle serait la plus efficace? How do you understand it? And which one would be more effective? The one that wins the wars, which is Ce qui permet de gagner les guerres, c'est d'attaquer les bases américaines et d'attaquer les États arabes du Golfe. Ceux qui veulent frapper Israël détestent Israël. Je ne suis pas là pour défendre Israël. Je ne suis pas là pour dire « Oh, Israël est bien, mal » ou quoi que ce soit d'autre. Ce que je suis là pour dire, c'est que du point de vue iranien, leur objectif stratégique est de chasser les États-Unis du Golfe. Et pour y parvenir, il faut vaincre les États-Unis. Leur principal effort pour faire pression sur le monde, ce n'est pas de bombarder Israël. C'est d'empêcher le pétrole et l'énergie de quitter la région et, si nécessaire, en représailles, de détruire ou d'endommager les installations de production pétrolière dans la région de la côte du Golfe. C'est ce que fait l'Iran. Tous ceux qui disent non, il faut attaquer Israël, ce sont les mêmes qui disent que la Russie doit attaquer l'Europe. They're the same people saying that Russia has to attack Europe. Why? I mean, Iran is winning right now. Pourquoi? Enfin, l'Iran est en train de gagner en ce moment. Il n'y a vraiment aucun débat sur l'objectif. Les États-Unis ne pourront pas contraindre l'Iran à changer de cap sur quoi que ce soit. En revanche, comme vous l'avez indiqué, l'Iran a déjà contraint les États-Unis à commencer à se retirer de bases situées à portée de frappe immédiate des Iraniens, en reculant davantage, et le monde manque de pétrole. Les mêmes conditions qui ont poussé Donald Trump à supplier pour obtenir un protocole d'accord le 8 avril sont sur le point de se reproduire. Donc je pense que le gouvernement iranien sait ce qu'il fait. Les gens qui appellent à frapper Israël, ils n'aiment tout simplement pas Israël et ils encouragent l'Iran à faire quelque chose qui lui apportera l'avantage stratégique qu'il a mérité. Il y a des gens qui soutiennent Scott aux États-Unis, surtout sur Fox News. Je le précise parce que c'est, semble-t-il, la seule chaîne que Donald Trump regarde. Que tout tourne autour d'une invasion, qu'il faut faire quelque chose dans le détroit d'Ormuz. Il parle de l'île de Keshm, il parle de l'île de Kark, de quelque chose à faire à la frontière avec le Kurdistan irakien. Et nous savons que ces derniers jours, l'Iran a attaqué le Kurdistan irakien, ainsi que la base d'Al-Harir, la base américaine au Kurdistan irakien. Que pensez-vous de ces gens qui soutiennent à ce stade qu'il y a encore de fortes chances que si nous faisons cela, nous puissions libérer le détroit d'Ormuz sans rencontrer la moindre difficulté? Nous n'avons pas besoin d'aller à Téhéran. Nous devons isoler la partie sud et rouvrir le détroit d'Ormuz. Je pense que nous, vous savez, il faut que je comprenne. Je veux dire, qui défend cette idée? On sait qu'il y a des gens sur Fox News. On le sait. Mais est-ce que, vous savez, on a vu le général Wesley Clark y faire allusion, on a vu Pete Pace, ancien général, y faire allusion. On voit des gens qui ne sont pas des professionnels militaires dire « on peut le faire, on peut débarquer des troupes, on peut prendre ce territoire ». Mais en réalité, on ne peut pas. Je veux simplement que quelqu'un m'explique comment on va assurer, sur le plan logistique, le soutien de toute force de débarquement. Parce qu'ils arrivent avec leur dotation de base, ce qu'ils peuvent porter sur leur dos ou embarquer sur les engins de débarquement. Mais ensuite, ils vont dépendre du ravitaillement. Il faut pouvoir leur acheminer des fournitures. Ça veut dire soit mettre en place un port où l'on peut faire arriver les camions avec les munitions et tout le reste.
Soit. With the ammo and stuff, or, we ship in the trucks on their own. Acheminer les camions par bateau, eux-mêmes. Qui sait? Mais le fait est que la logistique sera déterminante. Vous savez, les Marines ont évidemment une certaine propension à donner leur vie lors d'assauts très dangereux. C'est pour ça qu'on a construit le mémorial d'Iwo Jima. Mais dans les années 1980, le corps des Marines a déplacé son axe tactique, s'éloignant des opérations héritées de la Seconde Guerre mondiale, du Vietnam et de la Corée, vers une nouvelle manière de faire la guerre de manœuvre, qui cherche à éviter ces pièges mortels. Je ne crois pas qu'il y ait qui que ce soit aujourd'hui dans le corps des Marines capable d'exposer un plan viable. Bien sûr, s'ils reçoivent l'ordre de faire quelque chose, si c'est un ordre légal, ils le feront. Mais les Marines ont une mémoire institutionnelle, et nous savons ce qui s'est passé sur l'île de Koh Tang en mai 1975, lorsque les marins du Mayaguez, un porte-conteneur battant pavillon américain, ont été emmenés de leur navire par les Khmers rouges. Nous pensions qu'ils les avaient emmenés sur l'île de Koh Tang. Nous avons envoyé une équipe de débarquement d'un bataillon de marine, d'une taille comparable à celle dont nous parlons ici, avec ses unités expéditionnaires de marine. Et je crois qu'il y avait 11 hélicoptères dans la première vague. 8 sur les 11 ont été soit abattus, soit tellement endommagés qu'ils ont dû se replier sans pouvoir revenir au combat. Les marines se sont retrouvés isolés sur les têtes de pont. Des marines nageaient pour sauver leur vie parce que leur hélicoptère avait été abattu dans l'eau. Les marines ont dû consolider leur position, puis abandonner l'une des têtes de pont. La dernière tête de pont s'est effondrée au milieu de la nuit. Et ils ont laissé derrière eux 3 marines et une mitrailleuse M60. Il faut comprendre une chose, dans le corps des marines, on ne laisse pas les nôtres derrière. Ça vous montre à quel point cette retraite de l'île de Koh Tang s'est faite dans la précipitation. Les gars, si nous allons sur l'île de Karg, ce sera pire que ça. Ce sera plus sanglant. Nous ne gagnerons pas parce que c'est une mission stupide. Les Iraniens disposeront de 80 km de profondeur opérationnelle. Vous savez, si nous allons sur l'île de Karg, ça veut dire que nous y entrerons et que quel que soit le terrain que nous prenions, nous devrons le tenir. Et les Iraniens pourront alors nous frapper. Or, nous n'avons absolument montré aucune capacité à interdire de manière significative la force de missiles balistiques iranienne. Donc je pense que, d'un point de vue tactique, l'avantage est aligné. Oui. Scott, est-ce que vous voyez que le conflit autour des deux... Aujourd'hui, on a appris que le prix du pétrole dépassait les $95 le baril, en raison des 2 détroits, le détroit d'Ormuz et le Bab el-Mandeb. Et combien de temps cela peut-il durer pour Donald Trump? Vous savez, la dernière fois qu'il a annoncé le cessez-le-feu, j'ai supposé que tout tournait autour du marché pétrolier. Il s'agit de la pression économique sur Donald Trump. Comment voyez-vous la situation en ce moment? Et est-ce qu'on arrive à ce point-là? Est-ce qu'il va annoncer d'une manière ou d'une autre, je vais annoncer un nouveau cessez-le-feu? Ce que je ne vois pas les Iraniens accepter d'ailleurs, parce qu'il ne se passe rien en Iran, sauf si Donald Trump tente d'annoncer un cessez-le-feu. Je pense qu'on se dirige vers une situation où Donald Trump devra prendre une forme d'action unilatérale à cause des conséquences néfastes de sa décision de réengager militairement les États-Unis face à l'Iran. Je pense que les Iraniens l'accepteront, je le crois. Je publie un article intitulé « Diplomatie hybride ». Et au fond, l'Iran en a bénéficié. Rappelez-vous, ils ont négocié un protocole d'accord dont les Iraniens disaient que les Américains ne le respecteraient jamais. Alors s'ils le savaient dès le départ, pourquoi l'ont-ils négocié? Parce que cela a créé les conditions permettant non seulement à Donald Trump
d'acheter du pétrole et de reconstituer les réserves, mais aussi aux Iraniens de vendre du pétrole, énormément de pétrole. Et je pense que si Donald Trump devait rétablir ce protocole d'accord à l'avenir, les Iraniens diraient évidemment « Nous ne vous faisons pas entièrement confiance » et ils poseraient des conditions supplémentaires s'ils le souhaitaient. Lay down additional conditions if they wanted to, but at the end of the day, they're going to, plug in their Mais au bout du compte, ils vont brancher leur téléphone et continuer à vivre parce que c'est ce qu'ils doivent faire. C'est ça, la diplomatie hybride. En gros, il s'agit d'utiliser la tromperie pour faire avancer ses buts et ses objectifs. Et les buts et objectifs de l'Iran ne se limitent pas à essayer de vaincre les États-Unis. On parle de survie nationale et de la capacité de l'Iran à devenir un membre viable du Forum des BRICS, de l'Organisation de coopération de Shanghai, et ainsi de suite. Pour y parvenir, l'Iran a besoin de stabilité. Et la stabilité existe dans les périodes où il n'y a pas de conflit actif. Donc je pense effectivement que l'Iran va, si Donald Trump réintroduit un protocole d'accord, je pense que l'Iran l'acceptera, peut-être avec une réserve importante. Mais l'Iran doit montrer au monde que ce n'est pas lui le problème ici, que ce n'est pas lui qui bloque la paix. Ce sont les États-Unis, par leur politique irresponsable, par leur diffusion actuelle d'images et tout le reste. Donc oui, je pense que les deux parties ont intérêt à accepter un protocole d'accord. Et je crois que cela va simplement faire partie d'un cycle de violence intermittente. Ça va durer encore quelque temps, parce qu'aucune des deux parties ne peut se permettre de tracer une ligne rouge et de dire non, nous allons continuer, nous n'allons pas. L'Iran ne meurt pas, mais l'Iran subit des dommages à cause de ces frappes. Je pense donc qu'on pourrait voir une situation dans laquelle l'Iran accepterait le cessez-le-feu proposé par Trump, tout en sachant parfaitement que ce n'est qu'une imposture, une mascarade. On ne peut rien croire, et l'Iran agira en conséquence. Les Iraniens en parlent parce que le protocole d'accord ne fonctionne pas. Il n'existe plus. Et ils savaient que s'il se passe quelque chose entre l'Iran et les États-Unis, des négociations, des discussions ou une forme quelconque d'échange, cela portera sur tous les fronts. Il sera question du Yémen, parce que le Yémen vient de se dresser contre l'Arabie saoudite. Ils ne veulent plus être assiégés. Le Yémen en fera partie. Le Liban en fera partie. Ils parleront aussi de négocier sur la Palestine. Et si ce type de négociation a lieu, ce sera à mon avis la négociation du siècle, si les choses vont dans cette direction. Je veux dire, c'est la direction que nous prenons. Mais je crois que les Iraniens vont, parce qu'on parle de temps, on parle d'une crise de sécurité énergétique en cours. Je pense donc que l'Iran va subir des pressions de la Russie et de la Chine, qui vont ressentir les effets d'un effondrement économique mondial. La Russie doit produire du pétrole et le mettre sur le marché. La Chine doit acheter du pétrole et maintenir son économie en marche. Je crois donc qu'elles feront pression sur l'Iran pour qu'il accepte une prolongation provisoire du protocole d'accord. Même si tout le monde sait qu'au bout du compte, les États-Unis reprendront simplement leurs actions. Leur objectif, c'est de gérer le chaos. C'est tout l'enjeu de la diplomatie hybride, gérer le chaos. Et donc je pense que l'Iran sera poussé à accepter un accord de cessez-le-feu provisoire dont les principes fondamentaux seraient « Vous prie de m'excuser, je suis vraiment très fatigué en ce moment. J'ai perdu le fil de ma conclusion. » Je comprends tout à fait. Merci beaucoup, Scott, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Et allez, je sais qu'il est trop tard là où vous êtes. Eh bien, il y a aussi la chaleur. Ça vous pompe toute votre énergie. Je m'excuse. Je veux être concentré et pouvoir répondre parfaitement à tout, mais je commence à répondre, puis mon esprit part dans tous les sens. Alors, pardon.
Sorry. No problem at all. Thank you. Pas de problème du tout. Merci beaucoup. Et voici, laissez-moi vous le montrer. Voici le Substack de Scott Ritter. Vous pouvez vous y rendre et suivre Scott Ritter sur son Substack. Merci Scott, et à très bientôt. Thank you, Scott, and see you Okay. soon. Merci. Bonne journée. Au revoir.